That's profanity and that's fighting and stuff. Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux pour cette nouvelle conférence organisée par notre association IDNF, Initiative pour la défense de la nation française. On va commencer par une petite page de pub, petite page mais qui traite d'un événement que moi je qualifierais d'exceptionnel, puisqu'on a réussi pour le samedi 1er juin prochain, dans le cadre d'un nouveau colloque, à réunir différentes personnalités du monde politique, du monde économique. Nous aurons ainsi les trois leaders, on va dire, souverainistes aujourd'hui en France, que sont Florian Philippot, François Asselineau, Nicolas Dupont-Aignan. Nous aurons 4 tables rondes, l'économie, avec Philippe Murer et Olivier Piacentini. Nous aurons une table ronde sur les affaires étrangères et puis la diplomatie avec l'ancien préfet Yves Bonnet et le général Roure. C'est pour la matinée, petit déjeuner, et puis ensuite on réattaquera avec 2 autres tables rondes. Une table ronde avec Nicolas Dupont-Aignan, Paul-Marie Couteau et Camille Vert, qui parleront des secteurs publics et de l'industrie en détresse en France. Et puis on terminera par une question de droit, une question sur la criminalité, celle qui est née de la sécurité de l'immigration, et puis une criminalité, on va dire en col blanc, la criminalité financière. On aura pour cela l'ancien commissaire divisionnaire Maurice Signolet, et puis nous aurons l'avocat Maître Sanviti. Voilà. Donc c'est un événement qui va se dérouler au 97 rue de Sèvres à Paris, donc sur toute la journée, à partir de 9h jusqu'à tard, un bon 18h. Venez nombreux, passez le message autour de vous. C'est vraiment un événement important puisqu'il se déroulera, si vous remarquez bien, une semaine avant le scrutin des élections européennes, et c'est une façon pour nous de communiquer une autre parole que celle qui est véhiculée aujourd'hui par les médias dits mainstream. Puisqu'aujourd'hui, à la télé, à la radio, on n'entend qu'un seul discours, c'est d'une Europe, j'allais dire triomphante, une Europe unie. C'est une façon aussi pour nous de réaffirmer notre position, une autre façon certainement de penser, et la transition est quelque part toute trouvée avec notre invité de ce soir, puisque pendant la période du Covid, il nous a montré combien il était important de pouvoir justement penser différemment. Tout à l'heure, vous l'avez accueilli avec beaucoup d'applaudissements et ils sont amplement mérités parce qu'il fallait du courage pendant cette période-là pour parler de la façon dont vous l'avez fait, d'abord de façon très posée, très courtoise, mais avec suffisamment de fermeté pour défendre nos intérêts. Nos intérêts, quand je dis nos intérêts, c'est pas nos intérêts privés, c'est défendre la société, la nation dans son ensemble. Donc encore merci pour tout ce que vous avez fait et ce que vous ferez certainement dans les Merci. Je n'ai donc pas besoin de le présenter. Voilà. Mais on va attaquer tout de suite dans le vif du sujet. Si vous voulez dire quelques mots peut-être avant. Merci beaucoup déjà pour votre accueil. Ça fait chaud au cœur de voir autant de monde mobiliser, me soutenir. J'ai fait ça avec mon cœur, j'ai pas réfléchi. En mars 2020, je suis parti bille en tête en disant mais c'est pas possible ce qu'ils font. Connaissant tout de l'intérieur, je voyais que c'était une gigantesque manipulation. Ça m'a sauté aux yeux, j'ai même pas hésité une seule seconde. Après on m'a dit t'es fou, t'as pris des risques, j'en ai rien à faire. Si j'ai pris des risques, je suis heureux de l'avoir fait. C'est eux qui ont peur, c'est pas moi. Parce que toujours on dit t'as pas peur, il faut faire attention. Non, c'est eux qui ont peur, qui ont dans une grande trouille actuellement. Et les Français sont de plus en plus éveillés. Je suis content d'avoir mis mon petit grain de sel dans l'affaire. Et voilà, en tout cas, merci à vous. Bon, merci encore. On va attaquer le sujet quand même majeur de ce mois de mai, qui est donc le projet de traité de l'OMS. Si on revient 2 secondes sur la partie Covid, bon, vous avez joué donc effectivement un rôle important pendant cette période-là en tant que lanceur d'alerte, c'est une terminologie qui est très à la mode, mais vous avez été attaqué, et notamment par votre propre communauté professionnelle.
Vous avez dénoncé les mesures qui avaient été prises par le gouvernement et puis bien évidemment vous avez dénoncé cette mainmise des intérêts privés sur la santé. Après 2 ans, 2 ans après cette période difficile, quel regard vous portez justement sur ce qui s'est passé? Quelle synthèse vous pourriez Alors, j'ai été attaqué, mais il faut rappeler que le Conseil de l'Ordre des médecins m'a blanchi. Oui. Bon, même si le Conseil national a fait appel, bon, ça fait déjà 1 an et demi que ça dure. Bon, moi, je suis serein, de toute façon. Comment? Qui a fait appel? Le Conseil national de l'Ordre des médecins a fait appel. Ça fait il y a 1 an et demi. Bon, tout ce que j'ai dit était sourcé, il y avait des références scientifiques, je diffamais personne. Parce qu'on m'a accusé d'avoir diffamé, d'avoir manqué au code de déontologie. Même la chambre disciplinaire du Conseil de l'Ordre a dit que j'avais fait aucune faute déontologique, j'ai diffamé personne. Si je dois me représenter, je me représenterai. Mais ça... Alors, le bilan, oui. Alors justement, pour ceux que ça intéresse, dans 3 semaines, le 6 juin prochain, sort mon nouveau livre, Le Réveil, 4 ans après, aux éditions Guitre et Daniel. Donc voilà, c'est ma revue sur les 4 ans de cauchemar Covid qu'on nous a imposé. Et c'est un livre un peu plus intimiste que les autres. Les autres étaient assez techniques. Là, c'est pas moi qui avais souhaité, mais on m'a demandé de me livrer un petit peu sur ma jeunesse, mon parcours. Les gens voulaient savoir qui j'étais vraiment pour m'être positionné comme ça. Alors, je m'aimais pas trop, moi je suis assez pudique, mais bon. Je me suis prêté au jeu, puis finalement en relisant, je me suis dit bon, bah, c'est assez sympa, ça représente un peu ce que j'ai fait. Donc voilà, mais je peux vous donner quelques bribes de ce qu'il va y avoir dans le livre en avant-première. Voilà. Ce sera le scoop. Non mais ma vision, c'est que moi j'étais un peu un homme du système, j'étais professeur, chef de service dans un hôpital universitaire parisien. J'étais un peu président de beaucoup de commissions officielles près du ministère. Même à l'OMS, j'étais vice-président du groupe des experts pour l'Europe. Et j'étais vraiment formaté. Et déjà, j'ai commencé à ruer un peu dans les brancards avec l'histoire de la maladie de Lyme. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la maladie de Lyme, c'est une bactérie qui s'appelle Borrelia, transmise par les tiques. Et en fait, on le sait maintenant, c'est une notoriété publique, même si les grands médias veulent pas en parler. Dans les médias de grand chemin, c'est plus des grands médias, c'est des petits médias. Ne veulent pas en parler. C'était une arme de guerre qui avait été créée par les Japonais, les nazis pendant la guerre, puis modifiée encore par les Américains après la Deuxième Guerre mondiale. Bon, je disais déjà tout ça un petit peu en étant prudent dans mon premier livre sur la maladie de Lyme qui s'appelle La vérité sur la maladie de Lyme, que j'avais publié chez Odile Jacob il y a quelques années, qui était traduit en anglais, qui s'appelle Crypto-infection, en anglais, Crypto-infections, chez Hammersmith. Mais quelquefois, je n'osais pas trop en parler, parce que quelquefois, ça manquait un peu de preuves. Maintenant, les preuves sont sorties. Il y a eu un livre admirable de Chris Newby. Alors, Chris, c'est K-R-I-S, Newby, N-E-W-B-Y, qui avait eu la confiance de Willy Burgdorfer, le Suisse allemand qui avait travaillé avec l'armée américaine pour créer cette bactérie, et qui a eu des remords à la fin de sa vie, quand il voyait que des millions de gens étaient malades dans le monde, qu'on les laissait crever, qu'on avait fait exprès de mettre au point les tests diagnostiques qui ne marchaient pas, pour dire que la maladie était rare, qu'on refusait de les traiter en disant en 15 jours, 3 semaines, vous êtes guéri, si vous n'êtes pas guéri, ben, allez voir en psychiatrie, c'est dans votre tête. C'est horrible, on a condamné une mort à petit feu des millions de gens dans le monde. Et sur les décennies, c'est des dizaines, des centaines de millions de gens. Et le fait que maintenant, Chris Newby a publié un livre qui s'appelle Bitten, il existe qu'en anglais malheureusement, pour ceux qui lisent l'anglais, ça vaut le coup de le lire. Bitten, c'est B-I-T-E-N, ça veut dire en anglais mordu, la piqûre de tique. Et Willy Burgdorfer lui a livré ses archives secrètes. Il a dit, bon, à ma mort, la CIA va brûler tout ça, donc je préfère vous les confier. Elle a tout numérisé avec son mari, elle a écrit un livre. Et d'ailleurs, il y a eu du coup la Chambre des représentants des États-Unis, c'était en juillet 2019, juste avant le Covid, avait voté une motion pour qu'il y ait une commission d'enquête sur le Pentagone pour est-il vrai que vous avez exposé le peuple américain des bactéries de guerre, etc. Puis, grâce au Covid et aussi grâce à quelqu'un de haut placé au département de la Défense aux États-Unis,
la demande de commission d'enquête a été mise un peu à la poubelle. Bon, mais je pense que ça va ressortir tout ça. Mais, voilà, donc, je m'étais battu contre les autorités françaises, contre mes collègues infectiologues, contre beaucoup d'organismes en France, le centre de référence de la maladie de Lyme qui est à Strasbourg, qui fait qu'appliquer des recommandations totalement honteuses qui viennent des États-Unis. Donc déjà, j'avais affronté la manipulation, comment un petit groupe d'experts aux États-Unis sous contrôle pouvait contrôler les grands journaux scientifiques, publier des articles souvent dont les données visiblement étaient fausses. Tout ça, je l'avais déjà écrit dans mon livre, c'était avant le Covid. Donc quand le Covid est arrivé, et puis en plus, ce qui m'a fait hurler de rire quand il y a eu le Covid, c'est qu'avec la maladie de Lyme, on n'avait pas le droit de faire de PCR. La PCR, c'est ce test pour dépister les bactéries, les virus, comme il n'y en a pas beaucoup. Et dans les médias, surtout faites pas de PCR, parce qu'ils avaient fait une sérologie complètement nulle qui dépiste personne, ils étaient contents comme ça. Jamais fait de PCR dans le Lyme parce que c'est un très mauvais test, c'est beaucoup trop sensible, il y avait plein de faux positifs. Et puis quand le Covid est arrivé, allez, tout le monde fait la PCR, ceux qui n'ont aucun symptôme. Non, mais la manipulation était tellement énorme que, bon, mais même avant l'histoire des PCR, déjà l'histoire des masques, un coup ça servait à rien alors que les masques sont utiles dans la chambre d'un malade quand il tousse, il crache et pour protéger les soignants ou la famille. Mais le masque dans la rue ou à la plage, ça n'a aucun intérêt. Quelle mesure pendant cette période-là, justement, vous a paru la plus idiote, la plus choquante? Dès le début, ça m'a paru complètement idiot. Maintenant, en le revoyant avec du recul, et quel est mon recul sur cette période de 4 ans, j'ai l'impression que les médias de grand chemin nous ont joué tous les soirs. Vous savez, Ubu Roi, c'était comme un théâtre de boulevard qu'on voyait tous les soirs, avec mon cher associé, je l'ai connu interne, c'est moi qui l'ai nommé professeur, comme ça arrive dans la vie, Jérôme Salomon. C'était mon adjoint à l'hôpital, il est devenu directeur général de la santé, il comptait les morts tous les soirs, et maintenant, justement, on reparlera de l'OMS tout à l'heure, il était nommé pour être récompensé directeur adjoint de l'OMS. Donc le jour, j'ai vu une photo de lui à côté de Tedros et du nouveau ministre de la Santé français. Genre, je n'ai même pas me souvenir du nom parce que je ne sais pas trop ce qu'il a fait, mais je me souviens de sa photo. Donc voilà. Et maintenant, Jérôme, je pense, est en charge du nouveau traité pandémie à l'OMS. Donc j'y suis pour rien, je vous rassure, c'est comme ça. Donc, dès le début, j'ai vu que ça partait de travers. Sur tout, il n'y avait aucune décision qui était cohérente. C'est ça. C'est ça. Soit les confinements, ça n'avait jamais été, je sais pas, même étudié, même recommandé dans l'histoire de la médecine. À l'époque, on m'avait dit, vous critiquez, que vous auriez fait. Moi, avec moi, la crise était réglée en 3 mois. Les malades, on les isole à la maison de préférence, on implique les médecins généralistes, on leur donne la chloroquine, l'azithromycine, on leur donne des masques, etc. Et puis un malade traité qui est plus contagieux au bout de 2 jours, l'épidémie s'arrête, c'était terminé. On a dit surtout, ils ont dit, n'appelez pas votre médecin, il est incompétent. Quelle insulte pour les médecins généralistes qui étaient super motivés. Les généralistes, ils étaient remarquables. Ils étaient à fond, ils s'étaient organisés. Moi, je retourne mon hôpital, on avait fait des projets ensemble. Dans ce coup, on leur a dit non. On a dit aux gens à la télé tous les jours, n'appelez pas votre médecin, prenez du Doliprane et si vous asphyxiez, appelez le 15. Par rapport à ça, rétrospectivement, est-ce que les autorités occidentales et françaises en particulier, je me fais peut-être l'avocat du diable là-dessus, mais est-ce que elles se sont pas fait manipuler, entourlouper par le narratif qui venait notamment de Chine? À cette époque-là, moi j'ai le souvenir de quartiers entiers qui étaient complètement verrouillés, confinés, et donc par contre-coup ça arrivait chez nous, non? Alors, la Chine, ça n'a pas été un exemple pour tout ça, c'était un exemple pour le traitement. En Chine, ils ont traité tout le monde de la chloroquine avec les plantes, l'artémisia. Ça, je dois dire que d'un point de vue, ils ont arrêté l'épidémie très tôt, à mon avis, grâce à l'isolement. Après, c'était
Après, la Chine a dérapé sur le plan politique, c'est devenu une espèce d'expérimentation, comment maltraiter, isoler les gens de force. Ça, c'était horrible ce qui s'est passé dans certains coins de la Chine. Ça, je cautionne pas du tout. Mais d'un point de vue traitement, là, ils avaient même publié des études. Alors certaines étaient en chinois, moi j'ai pas pu les lire, mais quelques rares études en anglais qui montraient déjà l'efficacité de l'hydroxychloroquine avant même que Raoult en parle. J'avais été convaincu d'emblée par ce qu'ils avaient fait en Chine. Après, je sais pas trop quel jeu jouent les Chinois avec les Américains parce qu'ils se renvoient la balle, mais déjà du temps du premier SRAS de la chauve-souris, il y a pas mal d'années, le premier coronavirus de la chauve-souris, c'était parti de Chine. On sait maintenant que il y avait des financements américains de gains de fonction sur les coronavirus à l'époque. C'est un gain de fonction, c'est financer un labo pour qu'un virus animal devienne transmissible à l'homme. C'est comme une recherche un peu bizarre. Donc je sais pas trop, parce que les Américains disent ben, c'est les Chinois qui ont balancé ça à Wuhan, et les Chinois disent c'est les Américains qui l'ont apporté pour les Jeux Olympiques militaires. Là. On ne saura jamais. Mais ce qui est sûr, c'est que le virus SARS-CoV-2 tel qu'on le connaît, Fortillan avait comme été en prison en psychiatrie pour l'avoir dit, il y a des brevets, il a été modifié à l'Institut Pasteur. Des brevets de 2015, SARS-CoV-2. Bon. Fortillan, il en a pris plein la figure, il a peut-être été un peu maladroit dans sa com, mais les faits sont là. Moi, j'ai vu les brevets, on voit les noms. Moi, j'ai travaillé à l'Institut Pasteur, j'étais directeur adjoint d'un centre de recherche pour la tuberculose. Il y a écrit en toutes lettres Jean-Claude Manuguera, Sylvie Van der Werf, qui étaient des spécialistes de la grippe. Ils sont mentionnés sur le brevet. Au début, Pasteur a dit non, c'est n'importe quoi, mais après, ils ont reconnu, ils ont dit ouais, mais on a fait ces recherches pour préparer un vaccin pour le sida ou le paludisme. C'était bizarre parce que justement Montagnier disait que dans le virus il y avait des sections de génome du virus du sida ou du paludisme. Bon. Donc même l'Institut Pasteur a reconnu qu'il y avait de la recherche, et si c'était pour une recherche vaccinale, je leur en veux pas du tout. Hein. Après il y a eu des recherches à Chapel Hill en Caroline du Nord avec Ralph Baric, avec des brevets. Et puis après, il y a eu Anthony Fauci a financé le laboratoire de Wuhan en Chine pour faire des gains de fonction sur les coronavirus. Donc, entre les Français, les Chinois, les Américains, moi, je dois dire, j'étais pas dans les coulisses et les confidences de tout ce beau monde, mais je peux pas savoir qui est le vrai. Moi, je pense que c'est un mélange de responsabilités. Alors après, le coup des Chinois, c'est vrai que c'est bizarre parce qu'ils ont beaucoup maltraité leur population. Et ça, bon, voilà, je peux l'observer, le déplorer, mais j'ai pas de commentaires spécifiques. D'accord. On en est où aujourd'hui en termes d'études sur les effets secondaires? On sait qu'il y a des problèmes d'AVC, il y a des problèmes de fertilité chez les femmes, de diabète, je crois. Maintenant, la liste des effets secondaires est colossale. C'est même reconnu dans des bases de données officielles, à l'Agence du médicament française, européenne, aux États-Unis, ailleurs, sachant que c'est courant dans les déclarations d'effets secondaires, hein, c'est pas que le Covid, les médecins ne déclarent qu'entre 1 et 10% des effets secondaires. Parce que c'est très long et compliqué de déclarer un effet secondaire. Avant, je me souviens, il y a 20 ans, on prenait une feuille de papier, on cochait, le nom était un peu... n'était pas anonymisé pour une agence officielle. Enfin, alors c'était le fax à l'époque, on envoyait par fax à l'agence des médicaments, la déclaration était faite. Maintenant, le médecin doit passer une demi-heure sur l'internet pour remplir plein de détails. Ils ne sont pas payés pour ça, bien sûr. S'ils vaccinent, ils sont payés, mais pour déclarer un effet secondaire, ils ne sont pas payés. Et en plus, un médecin qui a vacciné à tour de bras, il a mauvaise conscience, il dit « je ne vais pas déclarer, reconnaître que c'est peut-être de ma faute, je vais être attaqué », même si pour l'instant, la loi ne les attaque pas. Et là, maintenant, il y a des gens qui disent qu'il y a des millions de gens qui sont morts dans le monde à cause du vaccin. Et c'est pas tous les pays c'est pas un vaccin, qui ont inoculé cette substance expérimentale, ont tous, et c'est pas avec le Covid, il y a à peine un petit pic de mortalité chez les personnes très âgées et les gens très fragiles, mais c'est depuis les campagnes soi-disant vaccinales,
il y a un pic absolument énorme d'effets secondaires et de morts. Vous vous rendez compte que du temps de Gerald Ford, quand il était président des États-Unis, donc c'est il y a longtemps, il avait voulu vacciner toute la population américaine pour un virus de grippe porcine qui soi-disant était très dangereux. Ils ont arrêté toute la campagne américaine après 25 morts. Pour 25, je ne suis pas sûr du chiffre, je sais que c'était autour de 20 et quelques. 25 morts, ils arrêtent. Là, il y a des millions de morts dans le monde et on continue. Et là, il y a l'assurance maladie qui continue à envoyer à tous les médecins et aux pharmaciens, allez-y, il faut vacciner, alors que l'épidémie a disparu. Je répondrai aux questions après. Comment c'est défendable cette position-là? Il y a encore le coronavirus circule encore, mais il est devenu totalement bénin parce que depuis le début, on savait que les variants seraient de moins en moins virulents. Contrairement à ce que disait la télé, attendez le prochain variant, vous allez tous mourir. Après, il y avait le variant Véran qui était... Dans un état de sidération ou de soumission. Voilà, c'était pour tester la sidération, la soumission, faire peur. C'était une technique... Bon, finalement, ce Covid a fait très peu de dégâts. Maintenant, on sait qu'il y a beaucoup de morts, que même le journal Le Parisien, qui n'est pas un journal complotiste, même il y a 2 ans, reconnaissait déjà « Ah tiens, c'est curieux, il y a une augmentation de mortalité, mais on ne sait pas d'où ça vient. » Tous les pays le reconnaissent. Le CDC d'Atlanta, c'est le centre de surveillance des maladies aux États-Unis. Même les médias grand public français, partout, dans tous les pays qui ont inoculé, pas les autres. Ah tiens, c'est curieux, depuis 2021-2022, un pic de mortalité qu'on avait. Alors là, ils ont toutes les explications. C'est le réchauffement climatique. J'avais même vu un article publié dans un journal à comité de lecture, c'est un journal scientifique sérieux. Si effectivement les inoculés meurent plus, c'est à cause des antivax. Non mais c'est sérieux, c'est un journal scientifique. Hein. Et parce que si ils ont délivré sur Internet, sur les médias alternatifs, tellement de propos contre ce soi-disant vaccin qui ont fait peur aux gens, que les gens qui ont été inoculés se sont mis à paniquer. Du coup, ils ont fait des infarctus du myocarde et des accidents vasculaires cérébraux à cause du stress. Et c'est publié, hein, je ne mens pas, vous pouvez le vérifier. Donc, on nous a baratiné d'un bout à l'autre. Moi, depuis le début, je savais que c'était une grande supercherie, mais c'était pas facile à accepter pour les gens parce que tous les jours, leurs médecins, j'ai encore eu un ami l'autre jour qui était paniqué parce que sa femme a un cancer chronique, pas très méchant, mais qui est suivi en cancérologie. Et le cancérologue, l'autre jour, lui a dit, maintenant, pour continuer à vous prendre en charge, j'exige que vous ayez votre appel de coronavirus. C'était il y a 15 jours. Il n'y a aucune obligation. Ce médecin, je dirais, il est complètement à côté de ses pompes. Il sort de l'état de droit. C'est totalement illégal. Mais ça existe encore. De toute façon, pour moi, parce que vous savez, quand on a accusé Didier Raoult il n'y a pas longtemps que sur la chloroquine, ça avait été soi-disant une expérimentation sauvage. Bon, l'assistance publique hôpitaux de Marseille, ils ont été un petit peu embêtés parce qu'avec Xavier Zalbert de François, on avait trouvé que la direction de l'assistance publique hôpitaux de Marseille avait signé une lettre autorisant Raoult à analyser sa base de données de 30 000 patients. C'était signé par les hôpitaux de Marseille. Puis quand François Crémieux était envoyé de Paris là, pour régler les problèmes avec Raoult, ils ont fait dans tous les médias, ils ont dit Raoult n'avait pas le droit de faire ça, c'est la plus grande, c'est une étude c'est du charlatanisme, c'est une expérimentation qui est pas reconnue. Or, la lettre, elle existe. Et le jour où on l'avait publiée avec François, comme par hasard, quelques jours après, François Crémieux signe une lettre de l'assistance publique hôpitaux de Marseille pour dire qu'il retire à Didier Raoult le droit d'exploiter la base de données. Donc c'est une reconnaissance que l'autorisation existait avant. Ah oui. Et pour moi, la plus grande expérimentation sauvage que l'humanité a vécue depuis le début de la médecine,
c'est cette inoculation de produits expérimentaux. On a injecté à des milliards d'individus, sans consentement éclairé, en phase 3, c'est-à-dire en phase expérimentale de développement. C'est totalement illégal, sur des bases totalement illégales. Et ça s'est fait comme ça. Est-ce que vous pensez, par exemple, que si cette situation s'était produite avec la population de 1914 ou la population de 1945, est-ce qu'on aurait eu ces mêmes effets? C'est-à-dire que les gens qui se laissent faire, qui sont moutonisés, où est tout compte fait la part de responsabilité la plus forte? Est-ce qu'elle vient du comité scientifique? Est-ce qu'elle vient des médias? Je pense que... Moi je dis 14, mais... Non, mais même avant, voilà. La majorité de la population n'avait pas fait trop d'études à l'époque, c'est pas pour ça que je respecte pas tous nos ancêtres. Donc ils auraient peut-être pas eu la faculté de juger. Maintenant, beaucoup de gens ont fait des études supérieures, bien plus qu'avant, donc ils auraient eu la capacité de juger, et la faute entière revient aux médias. Je regarde droit dans les yeux, là, les directeurs de rédaction des médias, je ne vais pas les citer, les quelques milliardaires, ils seront tous mis en examen un jour pour complicité de crimes contre l'humanité, c'est évident. Évident. Et pourtant, j'entends ce que vous dites, et pourtant, je suis sûr que là, dans l'assistance, vous avez autour de vous des gens qui ont pourtant une certaine formation intellectuelle et qui ont foncé dans le narratif des médias. Ils auraient dû normalement avoir ce recul justement de par leur formation. Et ils ne l'ont pas eu. Et de par leur positionnement, quelque part, ils ont aussi entraîné les autres. Non ? C'est difficile de... dans ce terme de mouton, j'aime pas trop parce que c'est un peu péjoratif, mais d'un autre côté, c'est vrai que les gens ont un comportement de mouton parce que d'abord, globalement, même indépendamment du Covid, sur toute situation, c'est dur de sortir du troupeau. On est rassuré quand on est dans... Donc déjà, il faut avoir un... c'est marrant parce qu'il y a quelques années, il y avait un petit groupe de scientifiques qui m'avait cité comme exemple du crapaud fou. Il y avait un mouvement qui s'était créé en France, le mouvement des crapauds fous. Le crapaud fou, c'est un crapaud qui sort de la meute des crapauds pour partir dans l'autre direction, qui finalement va sauver... tout le peuple des crapauds parce qu'il n'aura pas raisonné comme les autres et qui se fourvoyait sur la mauvaise voie. Bon, c'était un petit clin d'œil, mais c'était même avant le Covid, on m'avait déjà cité comme un exemple de crapaud fou. Faut savoir sortir. Et moi je l'ai pas fait comme ça parce que j'avais envie de râler. Je l'ai fait parce que d'abord, ça faisait 15 ans que je conseillais des gouvernements sur la gestion des épidémies. À l'OMS, j'étais vice-président du groupe européen pour les vaccins, donc je n'étais pas un neuneu en matière de vaccination, je connaissais tout par cœur sur la vaccination. Il n'y a pas beaucoup de gens dans le monde qui avaient mon expérience sur la vaccination. Puis d'un seul coup, il y a des politiciens qui connaissent rien à la vaccination. Et voilà, on a un vaccin sûr, alors qu'on est en face. Même le ministre de la Santé, vous savez, VR, machin. Bon, je ne sais plus son nom. Il avait quand même déclaré publiquement, alors que c'était en phase 3. En phase 3, en jargon médical, c'est la troisième phase de développement d'un médicament, mais qui est encore expérimentation sur l'homme avant que les études soient finalisées. On était en phase 3 et lui, publiquement, il dit partout à la télé, c'est n'importe quoi, ça fait longtemps qu'on n'est plus en phase expérimentale. Vous vous rendez compte, ce sont des mensonges d'État qui sont terribles. Et j'espère que ces personnes-là, un jour, répondront des paroles qu'ils ont eues devant le peuple français, parce que s'il n'y a pas ça s'appelle pas de la désinformation, il est quand même médecin. Il sait lire phase 1, phase 2, phase 3. Bon, maintenant, j'ai vu qu'il s'est reconverti dans la médecine esthétique. Bon, ça va peut-être... Ces gens qui sont donc bien formés, bien câblés intellectuellement, auraient dû quelque part avoir ce recul et donc au moins s'interroger, ce qu'ils n'ont pas fait. D'une façon générale, est-ce que ça ne traduit pas l'affaiblissement moral de notre société? Quand j'étais petit, la première fois que mes parents avaient acheté une télé, j'avais 12 ans, puis moi j'étais un peu accro. Il y avait des émissions de qualité, il y avait les dossiers de l'écran, des histoires historiques, il y avait le théâtre ce soir. Maintenant, quand on regarde, ça fait des années que je ne regarde plus la télé, mais c'est affligeant. On voit quelques journalistes avec quelques artistes débiles qui parlent de tout et de rien, qui racontent des bêtises toute la soirée. Alors on endort les gens avec tout ça, on leur met des jeux du cirque, des jeux débiles aussi. Mais au journal télévisé, vous avez
on vous passe en continu de la désinformation. Moi, moi ça fait longtemps que j'écoute plus les chaînes de radio nationales que j'aimais bien écouter au petit déjeuner il y a 10 ou 15 ans, parce que quand j'écoute, je suis horrifié parce qu'on raconte sur tout, je parle pas que sur le Covid, sur toute la politique globale. Alors heureusement, les gens n'achètent plus les journaux papier. Bon, ils existent encore parce qu'ils sont subventionnés. Faut pas oublier que je l'avais dit il y a 2 ans, les premières années du Covid, Macron avait, et c'est lui-même qui l'a dit, donc j'étais à l'aise pour dire les chiffres, il avait donné en 3 fois 3 milliards à quelques médias aux ordres. Oui, tout à fait. Et depuis, il n'en parle plus. Maintenant, il n'ose plus dire les chiffres. Je pense que ça a continué. Je ne peux pas vous donner les chiffres, mais déjà, quand on pense qu'avec 1 milliard, on pourrait construire plusieurs hôpitaux, payer des infirmières, des médecins. Il a donné des milliards au cabinet de conseil comme McKinsey. Les tests PCR ont coûté, j'ai vu ça récemment, j'ai mis dans mon livre, j'ai découvert ça en fouillant, 8,8 milliards pour les tests PCR qui étaient complètement bidons, qui servaient uniquement à faire croire qu'il y avait une pandémie. C'est des milliards à gogo, je ne parle pas des milliards pour l'Ukraine, tout ça. Il n'y a pas un sou pour la santé. L'hôpital français est en train de crever. On meurt aux urgences aujourd'hui, il n'y a plus de personnel. Et je vois les écoles sont en banqueroute. Tout ça c'est organisé, je vous rassure. Hein, parce que... Jusqu'à faire croire aujourd'hui le gars là qui est président, il est aux ordres, il est là pour démolir la France. Il démolit tout. On a vu Alstom, l'industrie nucléaire, l'industrie automobile. J'ai voulu changer de voiture récemment. Le gars m'a dit, moi j'ai pas de voiture de luxe, mais j'ai un break, j'ai une famille nombreuse, j'aime bien faire des déménagements et tout ça. Et si vous voulez acheter ce modèle, d'abord maintenant on ne le fabrique plus en modèle thermique, c'est tout électrique. Et si vous voulez un modèle équivalent thermique, c'est 5 000 € de taxes carbone. Non mais, alors qu'on sait que le carbone, c'est la plus grande richesse de la planète, et c'est ça qui permet Non mais, on est en train de vous manipuler sur le climat, comme on vous a manipulé sur... Alors, donc, si on résume, sur la partie Covid, on a bien compris qu'il y avait une désinformation, une manipulation des scientifiques, du corps scientifique quand même, du corps médical, bon, certainement, bien évidemment, des labos, des médias. Dans le sujet qui nous intéresse ce soir, c'est-à-dire ce projet de traité de l'OMS, est-ce que ce projet de traité de l'OMS aurait pu voir le jour s'il n'y avait pas eu le Covid avant ? Quelle transition on peut faire là-dessus ? Ça aurait été difficile d'imposer ça du jour au lendemain. L'OMS, pour moi, c'était une très belle institution après la Deuxième Guerre mondiale. C'est une agence comme l'UNESCO qui avait été créée autour de l'ONU. Et au départ, le financement de l'OMS, c'était je ne sais pas quel est le terme exact, des financements, des subventions qui venaient de chaque État membre. Oui. Mais l'OMS est devenue une grosse structure, a fait beaucoup de choses pour la santé publique dans le monde, des campagnes de prévention, ça coûtait très cher. Et à un moment donné, ils ont été un peu en banqueroute parce que moi, je ne sais pas, quand j'ai travaillé à l'OMS, qu'il y avait des États membres qui ne payaient plus, qu'il y avait des problèmes de guerre, qu'il y avait leurs états d'âme qui ne voulaient plus financer tout. Donc l'OMS était vraiment mal d'un point de vue financier pour continuer ses missions. Et là où ça a déraillé, bon, ça fait déjà plus de 20 ans, c'est que l'OMS est tombé dans les mains de l'industrie pharmaceutique et maintenant de la fondation Bill et Melinda Gates et puis une des branches de la fondation Gates qui est l'alliance Gavi, l'alliance pour les vaccins. Donc, Gates et Gavi, à eux deux, sont les premiers financeurs. Après, il y a encore des États, mais c'est... C'est ça. Là, j'ai les chiffres, si ça vous intéresse. Les chiffres de 2018-2019, sachant que c'était donc avant la période Covid et ça a forcément évolué. Mais le premier contributeur, c'était les États-Unis, ça représentait à peu près 16% du financement. Ensuite, on a tout de suite après donc la fondation Bill et Melinda Gates avec, on va dire 10%. Gavi est quatrième avec 6,6, ça doit être 7% aujourd'hui. Donc effectivement, à eux deux, ils étaient au-dessus. Voilà. Et la France... Alors, j'ai pas l'explication. En 2018-2019, elle contribuait à hauteur de 73 millions. 73 millions, c'est 9% de ce que font les États-Unis. Et notre contribution a doublé en 2020-2021, au moment du Covid. De toute façon,
Je connais par cœur le fonctionnement de la Fondation Gates. J'ai été invité 2 fois dans des réunions internationales. À l'époque, j'étais bien vu, comme je vice-présidais le groupe à l'OMS. Ils m'invitaient dans leurs réunions qui étaient des forums financiers mondiaux. Et j'ai compris que, en fait, ils investissaient beaucoup pour promouvoir les vaccins notamment, mais que les vaccins, ils ne les donnaient jamais, ils les vendaient aux États. Et que la Fondation Gates, en fait, demande beaucoup d'argent aux États. Après, Bill Gates est généreux, quelquefois il donne un peu d'argent, mais il récupère sur les ventes. Et surtout, c'est les États qui le financent beaucoup. Et moi, je le sais parce que quand j'étais bien vu, vous savez, le gars qui s'appelle Fabius, vous connaissez, là. Bon, et à l'époque, il était ministre des Affaires étrangères. Et moi, j'étais invité un jour au Quai d'Orsay, quand je présidais la commission du Haut Conseil de la Santé publique. Alors, il y avait les gardes républicains, sabre clair, tapis rouge et salon doré du Quai d'Orsay. Et là, j'ai devant moi, à quelques mètres, là, mon ami Fabius qui remet à mon ami Bill Gates un énorme chèque au nom de la France. Et moi, des gars, l'OMS m'avait prévu, tu sais, Bill Gates, il demande de l'argent à tous les États. Donc. Et j'étais là dans la salle, ils ne peuvent pas dire que ce n'était pas vrai. Hein. En fait, tout ça est une grande manipulation pour soutenir des intérêts privés, les intérêts de l'industrie pharmaceutique. Et à l'OMS, alors, mon groupe européen qui se réunissait le plus souvent à Copenhague il n'y avait pas du tout de représentants de l'industrie dedans, et j'en étais très content. Mais il y avait un groupe mondial qui se réunissait à Genève régulièrement, de temps en temps, sous la présidence d'un président, mais souvent il y avait le directeur général de l'OMS qui venait dire un petit bonjour, faire l'introduction. Ce groupe-là était rempli, c'était peut-être pas la majorité, mais il y avait quand même beaucoup de gens, des représentants, des dirigeants de l'industrie pharmaceutique du monde entier. Et je peux vous dire, ça y allait, le lobbying dans les couloirs, hein, j'ai été témoin de tout ça. Donc l'OMS est tombé dans des intérêts privés, et ce traité de l'OMS, maintenant, c'est terrible, parce que ça veut dire qu'ils veulent mettre l'OMS au-dessus de tous les États. Moi, je pense qu'ils ne vont pas y arriver, mais enfin, c'est leur rêve. C'est quoi les principales caractéristiques de ce projet de traité? Le traité, c'est de dire, voilà, parce que ça, ils nous inventent des pandémies depuis des années, il y en a beaucoup qui ont foiré, mais maintenant, autant à l'époque, j'étais naïf, je croyais à leur pandémie, maintenant, j'y crois plus du tout. Ils vont nous en sortir tous les ans pour nous faire peur. Là, on a eu la pandémie de la variole du singe qui a fait flop, il y a les pandémies d'Ebola, la pandémie de Crimée-Congo, la pandémie de coronavirus qui allait tuer tous les enfants. C'est Bill Gates qui avait dit ça l'année dernière. Bon, ils ne savent plus quoi inventer. Puis c'est dur de fabriquer des virus comme ça. C'est beaucoup de travail sur 20 ans. Ils ne peuvent pas en sortir du chapeau. Donc, si le traité passe, vous savez que l'OMS a changé la définition d'une pandémie. Avant, pour avoir une pandémie, c'est une épidémie qui touche tous les continents, il fallait qu'il y ait des morts. Et maintenant, le directeur de l'OMS peut déclarer une pandémie avec 0 mort. Donc ça, c'est quand même... Donc s'il dit il y a un virus très dangereux qu'on a repéré chez l'écureuil du Cantal, comme ça au hasard, il va dire attention, l'humanité est en danger et je déclare un état de pandémie et donc il peut fermer les frontières, nous imposer le confinement, les couvre-feux voilà. et même des médicaments, parce qu'à ce moment-là il y en a un qui dira ah ça y est, on a un nouveau vaccin miracle qu'on a mis au point pour l'écureuil du Cantal. Même si 0 est une clinique sérieuse. Donc si je comprends bien, donc il y a le changement déjà de la définition de la pandémie. Voilà. Il n'y a plus de nécessité d'avoir des morts. Et le deuxième point, c'est qu'on ferait fi de la souveraineté des États. C'est voilà. Ça hein donc, pour l'instant, c'est Tedros, le directeur général de l'OMS, qui sera au-dessus de tous les États. Il faut que les États ratifient. On n'en est pas encore là, mais bon, j'ai un peu peur, en tout cas pour la France, parce que la France a déjà dit qu'elle suivait les yeux fermés. Il y a eu notre ministre qui est allé l'autre jour à l'OMS, Tedros qui remercie Macron chaleureusement. Donc, et la France a même délégué son pouvoir de négociation à l'Europe, ce que n'ont pas fait d'autres pays européens comme l'Italie par exemple. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe si ça se passe? Tedros dit voilà, il y a une pandémie terrible.
Les États qui auront accepté, on ne les consultera même plus. Alors, le gouvernement français dit bah, c'est pas moi, c'est l'OMS. Moi, je suis pour rien, c'est imposé. Les parlementaires sont plus consultés, donc ça fait longtemps qu'ils sont plus consultés, mais là encore moins. Et donc, on pourra nous imposer l'injection obligatoire de produits expérimentaux, et plus aucun État n'aura le droit de dire quoi que ce soit. Et alors, ce qu'a inventé l'OMS dans leur projet, c'est que les États seront non seulement obligés d'obéir et d'appliquer toutes les directives, mais devront faire ce qu'ils appellent le reporting, c'est-à-dire qu'il faudra rendre compte à l'OMS de toutes les mesures qui ont été prises, si elles ont été faites comme il faut, etc. Donc ça, c'est écrit dans le projet. Alors ce projet aussi supprime la liberté d'information, concerne non seulement la santé humaine, mais ça commence à s'élargir à la santé animale, la santé des plantes. Quand on sait que Bill Gates avait racheté Monsanto et c'est lui qui finance l'implantation des OGM partout en Amérique du Nord, il est un des plus gros propriétaires terriens, il essaie d'implanter ça en Afrique, il a du mal. Ils ont racheté plein de terres en Ukraine aussi, donc ça fait un peu peur de voir qu'on commence à mettre la santé humaine avec le maïs transgénique, quoi. On voit qu'il y a un plan quand même qui est assez organisé derrière, qui moi me fait peur en tout cas. Alors, dans ce plan, ils ont prévu un genre de politburo, il y aura 6 personnes, avec le directeur de l'OMS, qui pourront décider de tout. Un peu, vous savez, on a eu le conseil de défense quand on a eu la guerre. Vous vous souvenez, on a fait la guerre contre le corona, on a gagné. Un chef de guerre, on a gagné. Mais on n'a jamais eu aucun compte rendu du conseil de défense et du conseil scientifique. Comment, pardon? Alors, sans vous... Est-ce qu'ils n'y arriveront pas parce que... Qu'est-ce qui fait dire qu'ils n'y arriveront pas? Voilà. Et puis alors, non, juste pour finir, après je réponds à votre question, c'est qu'ils ont déjà organisé le monde en phase pandémique, interpandémique. Alors qu'une pandémie, il y avait la vraie pandémie, bon, il y a eu la peste il y a des siècles, la grippe espagnole de la guerre de 14, mais maintenant on commence à se poser des questions sur son origine, je ne veux pas rentrer là-dedans. Et depuis, c'était des mini-pandémies qui n'ont pas été très à la hauteur. Non. Mais ils veulent nous faire croire que quasiment tous les ans, tous les 2 ans, il y aura une nouvelle pandémie, donc il faut qu'on s'habitue à vivre une pandémie, une période interpandémique. On pourra souffler 2 minutes, on nous réimposera des... Donc, non mais c'est diabolique à leur plan. Hein. Alors, qu'est-ce qui me fait dire qu'on y arrivera, que c'est voué à l'échec? C'est que c'est tellement... On voit déjà la réaction des pays. Les États-Unis ruent dans les brancards. Moi qui étais invité au Sénat américain il y a quelques semaines, j'ai reçu une lettre du Sénat qui était diffusée maintenant sur Internet. Il y a la totalité des sénateurs républicains qui ont écrit à Joe Biden pour lui dire d'arrêter ses bêtises sur l'OMS. Il y a beaucoup de pays dans différentes régions du monde qui refusent. Donc c'est pas parce que la France et Macron sont couchés que ça va se faire. Mais et puis c'est tellement délirant que... ou alors sinon, si les Français ne sont pas dans la rue, c'est qu'ils acceptent toutes les soumissions, quoi. C'est terrible. Alors ça, je veux bien le croire, hein, parce que c'est quand même très compliqué d'éveiller ou de réveiller la population. Mais pour répondre à votre question, je vais juste vous dire un petit paragraphe que j'ai trouvé dans le journal Le Monde, pour vous montrer que déjà la manipulation, elle a commencé en fait. Il est dit que le nationalisme et l'égoïsme vaccinal, le manque d'équipements de protection, l'exposition et l'épuisement des professionnels de santé et les dons de stocks de sérum quasi périmés par les pays riches aux pays pauvres, sous couvert de solidarité, ne sont que quelques-uns des nombreux dysfonctionnements révélés par la dernière pandémie. Donc si vous voulez, on nous prépare déjà avec des prétextes qui sont quand même assez fallacieux. Moi, j'ai adoré déjà le premier terme, le nationalisme. On nous explique que c'est parce que justement il y avait des États, il y avait une souveraineté des États, que vraisemblablement ça a créé des dysfonctionnements dans le traitement de la pandémie. J'étais mort de rire pendant la pandémie. Ça, c'était dans le monde. Hein. Mais pour rebondir sur ce que vous dites, j'étais mort de rire pendant la pandémie. Les pays dits pauvres, mais qui n'étaient pas si pauvres que ça, mais en tout cas plus intelligents que nous, qui ont refusé les inoculations expérimentales en Asie, en Afrique, qui ont eu des taux de mortalité ridicules. Vous savez, il y avait les dirigeants européens, Bill Gates, qui disaient
à l'Union européenne, à l'OMS. Oh, c'est terrible. Vraiment, les Occidentaux, vous êtes égoïstes parce que vous partagez pas pour donner vos soi-disant vaccins aux pays pauvres et les autres n'en voulaient absolument pas. Là, on retrouve le même discours. Alors, on n'a pas bien fait parce que... Et alors, moi, ce qui m'inquiète aussi dans ce futur plan en pandémie, c'est Bill Gates qui l'a déclaré il n'y a pas longtemps. Il a dit non, puis là, ça ne va pas du tout. Pour le Covid, on a mis beaucoup trop de temps à sortir un vaccin. C'était fait en 3 mois, sorti du chapeau comme ça, alors que normalement, le développement d'un vaccin, surtout avec une nouvelle technologie, c'est 10 ans minimum. Mais là, bon, là, 3 mois, c'était n'importe quoi. Ou 6 mois, même bon, si on veut. Et là, il faudra raccourcir au moins de moitié la durée de développement. C'est affolant, c'est-à-dire que on va nous... Et puis, surtout, moi, je n'étais pas anti-vax, je parle des vaccins en général avant, maintenant j'ai perdu confiance en l'industrie depuis cette crise. Mais ce qui m'affole, c'est qu'ils sont en train de construire des usines d'ARN messager dans plusieurs pays pour inonder le monde entier de tous les nouveaux vaccins ARN messagers, y compris les vaccins pour les enfants, diphtérie, tétanos, rougeole. Et alors là, il faut refuser, prendre votre gamin sous le bras, partir en courant, c'est criminel. On sait que ces technologies ARN messagers ne sont pas au point, peut-être qu'elles le seront dans 20 ans. Elles sont dangereuses, elles tuent. Ça marche tellement bien les autres. Comment? Mais ça marche bien les premiers vaccins. Oui, je parle des premiers vaccins, ça marche bien, mais ils ne rapportent plus. Oui. Ah, ben madame, Oui. flou ça, s'il n'y a pas le flou, ça ne marche pas. Il n'y a pas de plastique avec ça, en fait, c'est un poison. En fait. Est-ce que ça modifie l'ADN ou pas? Comment, pardon? Est-ce que ça modifie l'ADN? Alors, la question, parce que peut-être tout le monde n'entend pas, c'est est-ce que ça modifie l'ADN? Moi, je l'ai dit dès fin 2020, avant qu'il lance la campagne, j'avais écrit une lettre publique, vous pouvez la retrouver sur Internet, qui avait été traduite en anglais d'ailleurs. Oui, normalement, pour ceux qui ne connaissent pas bien la biologie, nos chromosomes, nos gènes, c'est de l'ADN qui est transcrit en ARN, dont l'ARN messager, puis ça fabrique après des protéines. Donc si vous avez les yeux bleus, les cheveux bruns, c'est lié à ces gènes qui se transmettent en protéines, qui vont vous donner les yeux bruns, etc. Donc ça va toujours normalement de l'ADN vers l'ARN. De temps en temps dans la nature, ça marche à l'envers, de l'ARN vers l'ADN. Alors le meilleur exemple, c'est le virus du sida, le VIH, qui est un rétrovirus. On l'a appelé rétrovirus parce qu'il marche à l'envers de l'ARN vers l'ADN et il s'incorpore dans la copie ADN de l'ARN du virus du sida, s'incorpore dans les chromosomes de la personne infectée. C'est pour ça qu'on ne guérit pas complètement du sida. Maintenant, les personnes qui vivent avec le VIH sont en bonne santé parce qu'il y a des trithérapies antirétrovirales qui bloquent le virus tous les jours, mais ils doivent en manger ad vitam aeternam. À part 3 exceptions sur la planète, personne n'a guéri du VIH parce que le virus s'est incorporé dans l'ADN alors que c'est un virus ARN. Donc cet exemple, il existe. Mais moi, je savais, parce que j'ai suivi des cours à l'Institut Pasteur dans les années 80, que dans notre génome humain, que vous avez tous, je ne sais plus le chiffre exact, mais c'est pas grave, environ 20% de vos gènes viennent de rétrovirus animaux qui ont été incorporés dans le génome humain il y a des millions d'années. Donc vous avez dans vos gènes de quoi transcrire à l'envers de l'ARN vers l'ADN. Alors ces gènes-là, normalement, ne sont pas actifs parce qu'ils ne servent à rien dans votre vie courante, ils dorment, ils ne vont pas s'activer chez tout le monde, mais vous les avez quand même. Donc moi j'avais dit attention, il y aura forcément des personnes chez qui ça va s'activer à l'envers. C'est pas, même si on ne connaît pas la proportion du risque, et vous jouez aux apprentis sorciers. Bon. Alors là, j'ai reçu, je crois, une avalanche d'immondices sur la figure. Tous les fact-checkers ont dit que j'ai raconté n'importe quoi, qu'il fallait que je revoie mes cours des sciences naturelles, que ça allait toujours de l'ADN vers l'ARN. Je suis désolé, moi j'étais directeur de recherche, pas de recherche, mais directeur adjoint d'un centre de référence à Pasteur. J'ai suivi les cours de virologie, je connais mieux la virologie que des fact-checkers qu'une formation scientifique. Et ça n'a pas loupé, quelques mois après, première publication dans PNAS, Proceedings of National Academy of Science, un journal américain, on peut retrouver la copie de l'ARN du SARS-CoV-2, du virus du Covid,
dans de l'ADN humain. Alors au début, c'était une publication in vitro, c'est-à-dire sur des cellules. Et après, il y a eu d'autres publications qui ont confirmé ça. Alors après, je ne pense pas que ça va se produire chez tout le monde, hein, je veux rassurer les gens inoculés, mais ça peut se produire. Après, moi, ce qui m'inquiète, c'est si jamais, je n'ai pas encore la preuve aujourd'hui, mais il y a la possibilité théorique que ça se fasse aussi avec les gènes sexuels et que ça, éventuellement, ça se transmette à la descendance. On n'en sait rien pour l'instant. Mais quand moi j'ai dit ça en 2020, ils ont dit « Ah bah oui, il faut peut-être faire gaffe, faut être prudent. » Non, non, il n'y a aucun risque, c'est prouvé, c'est impossible. Je ne sais pas, quand tu es en science, quelqu'un qui n'est pas compétent me dit « C'est impossible », quand même, je me pose des questions. Hein. Oui. Par rapport à tout ça, tout ce que vous nous expliquez, comment réagissent les autres pays? Est-ce que vous avez d'autres, est-ce qu'il y a d'autres, j'allais dire, professeurs Perron en Allemagne, en Angleterre, Il n'y en a en pas Italie? beaucoup. Aux États-Unis, il y a tout un groupe de médecins, pas forcément plus. Il y en a certains professeurs, je les ai rencontrés quand je suis allé à Washington, qui ont fait du très bon boulot, qui ont défendu la chloroquine, qui ont mis en garde contre le vaccin. Donc, je ne vais pas citer les noms parce qu'ils sont assez nombreux aux États-Unis. En Allemagne, c'est surtout le professeur, je crois, Burkhardt, qui faisait les autopsies. Lui, il ne soignait pas, il faisait les autopsies des vaccinés, qui a montré que c'était un désastre. Et il était à côté de moi à la conférence de presse au Parlement européen à Bruxelles l'année dernière. Il est mort 15 jours après et il s'est noyé bêtement. Bon, j'espère que c'est une noyade. Sinon, il y a quand même des personnalités comme ça à droite à gauche dans le monde. Et surtout, ce qui est important à voir, c'est les médias ou les personnalités politiques dans différents pays qui réagissent. Alors, ça fait déjà plusieurs années que l'Agence anglaise de santé publique donne les résultats publics des morts en fonction du statut dit vaccinal, ce qui est impossible à obtenir en France. On a demandé plein de fois, c'était impossible, ils n'avaient pas les données. Après, oui, on a les données, mais ce serait trop de boulot pour les employés du ministère de faire l'étude. On avait même dit avec bon sens, on vous finance si vous voulez, des statisticiens de haut niveau, si vous n'avez pas les moyens au ministère. Ils donnent des milliards à McKinsey, mais ils ne peuvent pas donner 1 000 euros ou 10 000 euros à des chercheurs pour ça. Évidemment, ils ne l'ont jamais fait. Mais en Angleterre, ça fait déjà depuis plusieurs années qu'ils montrent que les inoculés par le pseudo-vaccin meurent plus que les non-vaccinés. C'est public. Je l'ai dit même avant que la dernière fois j'étais censuré sur CNews, ou les 2 dernières fois je l'avais dit. J'avais été attaqué par le Conseil de l'Ordre. Il m'avait dit, vous n'avez pas le droit de parler des vaccins. Je dis, ça tombe bien, parce que comme ce n'est pas des vaccins, je suis libre d'en parler. Parce que... donc voilà. Et donc maintenant, les médias allemands parlent beaucoup plus. Les médias anglais, les médias australiens commencent à arriver dans les brancards. Les médias américains, pas tous, hein, mais certains médias. Et ça fait plaisir, mais je vois même des juges dans certains pays qui commencent à avancer leur procédure, parce qu'en France, on a essayé plein de fois, mais tout est verrouillé en France. Hein, sur les, je ne sais pas combien de procédures qu'on a enclenchées, ça a été classé à la poubelle rapidement. De toute façon, tous les États qui perdent leur souveraineté, quelque part, c'est la faillite du droit. Donc, de toute façon, ces juges, malheureusement, vont se retrouver démunis. Mais ma question, c'était plus par rapport là, au projet de traité. Est-ce qu'il y a aujourd'hui en Allemagne, enfin, comment réagit l'Allemagne par rapport à ce projet de traité? Est-ce qu'elle est contre? Est-ce qu'elle est pour? Précisément, mais il y a quand même beaucoup de gens qui hurlent dans les brancards. Alors, la semaine dernière, j'étais à Saintes, là, au grand rassemblement là, c'était la 150e du Conseil scientifique indépendant. Et il y avait une avocate américaine qui était là. Il y avait Philippe Kruse, qui est un avocat suisse-alémanique, qui était là. Vous pouvez trouver sur Internet leur interview, leur communication. Ils expliquent en détail tous les mécanismes. Il y a des procédures juridiques en cours, mais tout ça, c'est très long. Pour ça, il faut vraiment que les gens réagissent, parce qu'on est en train de vous endormir, parce qu'ils vont vous dire c'est pour votre bien. Vous vous rendez compte, vous avez un nouveau virus. Alors, Tedros, il a déjà le virus X dans ses cartons. Vous avez remarqué? Le virus X, on ne sait pas ce que c'est, mais attention, braves gens,
ayez très peur, le virus X arrive. Et ça, c'est vraiment une tentative de... Parce qu'après, nos politiciens, là, on les a accusés de nous avoir trahis, pas défendus. Là, ils disent, oh, ben là, c'est pas nous maintenant. Ben, c'est l'OMS, nous, on n'y est pour rien. Donc, c'est... De toute façon, ils sont en train de dépecer la France. On voit qu'il y a des projets de favoriser l'indépendance de l'Alsace, de la Corse. Même ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie est horrible, hein, parce qu'ils font tout pour que la Nouvelle-Calédonie soit plus française, mais ça vient pas des Kanaks, hein, ça vient de nos autorités. Hein. On voit qu'il y a une entreprise de démolition. C'est pour ça que le Covid, c'était un des éléments de tentative de contrôle des populations. Il ne faut pas vous faire... Là, récemment, la députée européenne allemande, je connais qu'elle, enfin son nom m'échappe sur le moment, elle a dit il n'y a plus besoin pour une tyrannie d'enfermer les gens derrière des barbelés, des clôtures électrifiées. Il suffit d'un téléphone et d'une identité numérique. On fait de vous ce qu'on veut. Ils peuvent vous couper votre compte bancaire. Et d'ailleurs, il y a quelques années, au début de la crise, quand j'avais dit à des amis, ben voilà, maintenant c'est terrible, si on n'est pas d'accord avec le gouvernement, ils peuvent nous couper notre compte bancaire. Mais non, attends Christian, t'es fou, jamais ça se fera dans une démocratie, c'est impossible. Qu'est-ce qu'a fait Trudeau l'année d'après? Les camionneurs, il y avait des milliers de camions dans Ottawa, il ne pouvait pas les virer, il n'avait pas assez de bulldozers et de policiers. Il a coupé les comptes. Les gars, ils venaient quelquefois, ils avaient fait 3000 km dans la neige, hein, c'était encore l'hiver. Ils n'avaient plus de quoi manger. On leur a coupé leur compte bancaire. Heureusement qu'il y a une solidarité de la population canadienne qui les a aidés, qui leur a donné un peu à manger, mais ils ont dû rentrer chez eux. Comme je ne sais pas ce qu'on a fait à nos agriculteurs qui étaient montés sur Paris. Ils étaient au bord de gagner s'ils étaient restés. On les a manipulés. On les a manipulés. La population interdentaire, la population industrielle, on n'a plus tout ça en fait, malheureusement. Et le plus triste, c'est que les gens ne bougent pas en fait. Bah oui. C'est le vrai sujet, il est là en fait. Parce que c'est très difficile pour quelqu'un aujourd'hui, alors que moi aussi j'étais naïf, s'il n'y avait pas eu le Covid, j'étais un grand mouton il y a 5 ans. Hein. Je pensais vivre en démocratie, que c'était fini, plus jamais ça, plus de tyrannie, plus de guerre. Et on s'aperçoit que nos gouvernants ne nous protègent pas, mais font tout pour nous maltraiter. Mais pour les jeunes, c'est impossible. C'est pour ça que les jeunes n'ont pas les yeux très ouverts, parce que dès qu'ils ouvrent un œil, ça leur fait tellement peur qu'ils s'empressent de le fermer, d'aller se réfugier sur Netflix, voir des séries à la con. Non, mais... Sur les réseaux sociaux. Et je leur en veux pas, c'est un mécanisme de défense. Imaginez que moi, je vois, quand j'étais étudiant, je bossais comme un dingue, mais on savait s'amuser quand même. Maintenant, les jeunes, ils ne s'amusent plus. Moi, je les vois, les étudiants, ils étaient déprimés. Ils ne savent pas quel est leur avenir. Moi, quand j'étais encore en exercice il y a 2 ans, il y avait un sondage dans la fac. Un tiers des étudiants de la fac voulaient arrêter médecine, d'autres voulaient se suicider, d'autres ils étaient déprimés. C'est horrible ce qu'on a fait aux jeunes. Et je ne parle pas des enfants qu'on a masqués de force. On a fait une étude qu'on a publiée, 15% d'entre eux manquaient d'oxygène le soir. Et les parents ne s'en rendaient pas compte. Et les parents disaient, mais si, mon chéri, c'est important de mettre le masque, Macron va te sauver. Alors que quand Macron avait annoncé que la 2e année que tous les enfants devaient être masqués, il jouissait en annonçant à la télé. Je l'ai dit plusieurs fois, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette séquence qui pour moi m'a pris aux tripes. Hein. Et les enseignants ont été complices, tout le monde a été complice. Les agents de la SNCF, la police, parce que je pense qu'on les a manipulés dans cette peur. Mais maintenant, je pense qu'il faut remercier ces milliardaires qui ont organisé cette crise, parce que même si on est encore minoritaire, il y a des millions d'éveillés en France et dans les autres pays, et on ne refera plus le coup 2 fois. Ça, j'en suis convaincu. Ils nous ressortent le virus X pour tous nous confiner. Là, je pense que ça se passera autrement, qu'il y aura tout le monde dans la rue. Hein. Mais en plus, c'est très bien tombé, tu sais pourquoi? Parce que je pense qu'avec les gilets jaunes, on était au bord d'un mai 68 à nouveau. Ah oui. C'est comment le confinement, quoi.
quelle solution peut-on apporter les à ce solutions, système? déjà, Parce que- c'est de changer de gouvernement. Alors voilà, ça c'est... C'est Bah, on a loupé le coche il y a 2 ans. Hein. c'est d'apprendre à dire non. Et la résistance passive. Gandhi il a dit non à l'Empire britannique, il était tout seul et puis il a tenu tête. Si par exemple l'histoire des masques, si tous les parents avaient été dans les écoles en disant hors de question, on ne recommence pas cette année, c'était fini au bout de 15 jours. À chaque fois, si tout le monde s'était mobilisé pour dire non, et ça leur fout la trouille quand tout le monde dit non, et s'il n'y a pas besoin d'aller tabasser les gens dans les rues, d'être violent. Une résistance passive, sereine. C'est pour ça que pour l'histoire de l'OMS, là, j'ai fait une vidéo qui a beaucoup circulé. Donc il y en a qui m'en veulent parce que ça a eu du succès, tant mieux. J'ai appelé chaque citoyen à aller voir son député, son sénateur, son maire, à se bouger. Il faut que les Français se bougent les fesses. C'est pas ah ben non, on n'y peut rien, de toute façon c'est foutu. Non, c'est jamais foutu. Moi, si j'avais dit il y a 4 ans, ben, c'est foutu. J'étais le seul à part Raoult, et puis au début il y avait 2-3 professeurs la première année, puis après ils ont disparu. Quand ils ont vu qu'on commençait à taper dessus, ils sont cachés. Moi j'étais tout seul. Si j'avais dit de toute façon c'est foutu d'avance, non. Je continuerai jusqu'au bout, parce que j'avais bien envie de, comme dirait quelqu'un, de les emmerder, et je continuerai. Oui, mais vous voyez, en 2020, moi j'ai fait tous les défilés du samedi. Et on était plusieurs, et malgré tout, rien ne s'est passé. Et pourtant, vous aviez M. Philippot, vous aviez Alexandra Royaucourt, il y a même vous, vous êtes intervenus, plusieurs personnes sont intervenues, et au final, vous voyez, on a beau se mobiliser. Mais ce n'est pas les manifestations ils s'en moquent des manifestations. Ce qu'il faut, c'est agir sur le terrain, dans sa commune, dire non, on n'applique pas ça à l'école. Désolé, les drag queens à l'école, non, c'est pas pour nos enfants. Mais quand vous dites ça, monsieur, c'est ce qui se passe, on vous traite de complotiste. Ben, vous en foutez, soyez fiers. Je suis complotiste et j'en suis fier. Moi, je suis un complotiste, c'est que vous êtes un comploteur. Ben non, moi je suis un complotiste, je dénonce les complots. Les complots, ils sont là devant nous. Mais ils viennent pas de voter une loi où il y a certains termes que tu ne peux plus. Oui. Voilà. Et regardez, l'autre jour à Saintes, il y avait une directrice d'ARS, des agences régionales de santé. Bon, peut-être que c'est plus facile pour elle de parler maintenant parce qu'elle vient de prendre sa retraite. C'est une femme remarquable qui a tout de suite vu qu'on la manipulait pour imposer des choses horribles. Elle a tout fait pour ne pas installer de vaccinodrome, de ne pas appliquer comme ça tout ce qu'on lui imposait de Paris. Parce que la réforme de la santé avec Roselyne Bachelot, soi-disant, c'était pour régionaliser, démocratiser. En fait, maintenant, tout est pyramidal. C'est encore plus jacobin qu'avant. Tout tombe du ciel. Avant, quand il y avait les agences régionales d'hospitalisation, chaque région devait un peu organiser sa santé, mais sans référer tout le temps à Paris. Alors, on crève de ce centralisme. Et c'est pour ça que si chacun dans les régions dit non, s'organise dans des réseaux sociaux, pas les réseaux sociaux d'Internet, mais des réseaux sociaux locaux, vous pouvez être très puissant vis-à-vis de vos élus, mais vous vous en rendez pas compte. Vous dites non, de toute façon tout est foutu. Non, agissez. Avant d'abord... Face à une population, excusez-moi, qui, comme vous dites, on a essayé de convaincre, et on n'a pas les mots, c'est très compliqué. Mais maintenant, les gens commencent à se convaincre tout seuls parce qu'ils commencent à voir les morts autour d'eux, ils commencent à voir les maladies autour d'eux, les cancers, les turbo-cancers. Ah non, mais c'est la réalité. C'est un peu comme, vous savez, le fameux... Regardez tous ces... Maintenant, au niveau du monde, c'est plus d'1 millier de jeunes sportifs qui sont morts sur les terrains de foot ou en activité. Les pilotes, les hôtesses de l'air qui sont morts au coin des arrêts cardiaques en vol, les turbo-cancers qu'il y a partout. Moi, quand je voyage dans toutes les familles, maintenant, j'ai mon cousin qui est mort à 35 ans, qui était en pleine forme, etc. Donc les gens commencent à le voir. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est quelqu'un qui s'est fait avoir par le discours et qui a cédé, qui s'est fait inoculer. C'est très dur psychologiquement à accepter de le reconnaître. On n'aime pas reconnaître qu'on s'est fait couillonner, c'est difficile. Il ne faut pas leur en vouloir, et ils sont très traumatisés en ce moment.
Donc il y a une espèce de refus de voir la réalité. Alors quelques-uns ouvrent les yeux et reconnaissent, mais beaucoup pour l'instant sont dans le déni. Et donc c'est un long processus qu'il faut respecter. Mais je peux vous dire que dans leur petite tête, ça réagit en ce moment parce qu'ils voient la réalité. Elle est partout. Et puis il faut diffuser un maximum l'information. Il faut encourager, voilà, il faut encourager le dialogue et la discussion le plus possible. Juste avant d'aborder les questions, parce que là je vois que ça bouge un petit peu. Pour terminer sur ce projet de traité, le calendrier aujourd'hui, c'est lequel? Fin mai, c'est présenté au vote, c'est ça? Comment ça? Alors normalement, je crois qu'ils avaient changé un peu les modalités de vote. En tout cas là, ce sera la majorité simple des États membres de l'Assemblée mondiale de l'OMS qui est entre le 27 mai et le 1er juin. Alors normalement, les États membres devaient envoyer leurs corrections, leurs propositions de modification. Je crois qu'ils avaient une date limite qui devait être vers le 24 mai. Et puis après, il y aura un texte final qui sera voté, en sachant qu'il y a des États qui ont dit que ce sera hors de question que ce soit voté là. Donc je pense que ça va être un grand chambard à Genève. Je ne serai pas là, mais je pense que ça va discuter faire. Mais je ne suis pas sûr que ça passe, honnêtement, voyant les réactions qu'il y a dans le monde entier. Et après, ils essaieront peut-être de le passer autrement. Bon, avec les accords bilatéraux, par exemple. Comment, pardon? Avec les accords bilatéraux, par exemple. Peut-être. Pour la guerre en Ukraine. Oui, où ils arriveront à faire infléchir les pays qui sont récalcitrants en leur donnant moins de subventions, parce que tout compte fait, le monde malheureusement fonctionne comme ça, que ce soit donc à l'échelle de la planète ou à l'échelle d'un État. À partir du moment où vous essayez de vous opposer, mais que bon, vous à titre personnel, vous touchez de l'argent de celui contre qui vous vous battez, ça devient tout de suite très compliqué. Ouais, mais la France, ça se aussi. Malheureusement, voilà, le problème il est là aussi, hein, c'est que on peut pas non plus en vouloir aux personnes qui ne bougent pas dès lors que bon, elles risquent de perdre gros aussi. On peut continuer à évoquer, enfin, à diffuser un maximum d'informations et éveiller le plus de monde possible. Et bon, ce genre de conférence, je pense, y contribue parce que bon, même si là on a un nombre réduit dans une salle, après c'est diffusé sur Internet et ça essaime. Mais voilà, il faut marteler le discours en permanence. J'allais dire à la BFM, quoi. BFM, c'est ce qu'ils font, hein, dès le matin, toutes les 10 minutes ou toutes les 5 minutes, vous avez la même bêtise. Bah, à la fin, la personne, elle y croit. Ce qui m'a affligé dans l'histoire de notre pays depuis le Covid, c'est la soumission des partis politiques. C'est affligeant. Ouais. Il n'y en a pas un qui a bougé. Pas à part quelques personnalités qui l'ont fait d'un petit individu, je pense à Philippot, Asselineau, Dupont-Aignan, Martine Vonner, Alain Houpert, la sénatrice d'Alsace, la Müller-Braun, il y a Pozzo di Borgo, j'en oublie quelques-uns, qui me pardonnent si j'en oublie un ou deux, mais honnêtement, les comptes sur les doigts des deux mains, et tous les autres se sont couchés. La gauche, la droite, le Rassemblement national, il n'y en a pas un pour relever l'autre. C'est terrible, quoi. Oui, mais parce qu'ils ont un intérêt, c'est ce que je viens d'évoquer. Ils ont un intérêt. C'est que c'est un sujet qui n'est jamais évoqué dans les médias, mais et pourtant il est extrêmement fort et il explique beaucoup la vie politique en France. Il faut savoir que les partis, ils touchent de l'argent de l'État. Bon, ben voilà, donc... de l'État, puis de certains lobbies. Et puis après, de certains lobbies, etc. Voilà, bon, après, ça, c'est l'aspect, oui, vraiment corruption, mais là, il y a une relation nécessairement d'intérêt entre ces partis et. Ouais, je sais que des partis politiques, je ne citerai pas pour ne pas avoir d'ennui, mais reçoivent directement de l'argent de l'industrie pharmaceutique pour soutenir les vaccins Covid, etc. Donc. Je le sais de la part de gens de l'industrie pharmaceutique et de la part de certains politiciens. Donc, j'étais confirmé de part et d'autre. Hein. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que... Moi, j'ai été médecin à Bigorre, on était une quinzaine de médecins. Quand les vaccins sont arrivés, il y a eu deux choses. C'est qu'en fait, il y a eu des cas de Covid dans la semaine qui suivait le vaccin ou dans les 15 jours qui suivaient le vaccin. Il y a des Covid graves. Et puis, bon, il y a eu le vaccin qui est arrivé, mais mes collègues, on était une quinzaine, il n'y en avait aucun qui avait le moindre doute. Ils n'étaient pas payés, ils n'étaient pas... Rien, moi j'avais des doutes, enfin,
ne serait-ce que de suggérer que peut-être le nombre de protéines spike qui étaient sécrétées, on ne pouvait pas le contrôler et que du coup ça pouvait... Eh bien, personne n'avait dit. Moi, je me suis fait injurier. On était médecins, tous, et ils n'étaient pas subventionnés. Mais la plupart la plupart des médecins ne sont pas du tout corrompus, ils ont fait ça de bonne foi, ils ont cru. Mais il faut bien voir que les pauvres médecins, les généralistes, ils ont un boulot de dingue. Ils ont tellement de clients, de patients qui n'arrivent plus à gérer leur emploi du temps. Ils n'ont plus le temps de lire, de se renseigner de façon indépendante. Ils sont crevés le soir, ils se couchent. Ils se lèvent le matin et ils reçoient des gestes urgents de Jérôme Salomon, voilà ce qu'il faut faire. Non mais ils disent, voilà, le gouvernement a décidé ça, c'est pour notre bien. Mais, et ces médecins ceux-là n'étaient pas du tout corrompus, ils l'ont fait avec leur bonne foi. Après qu'il y ait des médecins corrompus, on le sait, tous. Moi j'en connais, je connais les noms, je ne dirais pas. J'étais la seule à poser des questions. Oui, oui. Oui, mais La comme vous seule- le disiez tout à l'heure, c'était expérimental. C'est-à-dire que comment un médecin, on voit pour l'HIV, c'est toujours pas, on n'a toujours pas un vaccin vraiment déclaré. Comment un médecin... Mais ils ne le savaient pas. Ouais. Parce que moi j'ai une amie dont la mère est morte son médecin généraliste avait imposé à sa mère qu'il ne voulait pas de faire un vaccin. Sa mère était un peu âgée mais en pleine forme. Elle est morte 15 jours, même quelques jours après l'inoculation. Et quand sa fille est venue voir le médecin en disant ben, voilà docteur, je voudrais avoir le numéro de l'eau. Ah ben j'ai pas de numéro de l'eau, pourtant c'est obligatoire. Je voudrais que vous me donniez la copie du consentement éclairé que vous avez fait signer à ma mère. Ah bon, il faut un consentement éclairé? Ben oui, c'est dans la loi, regardez, phase expérimentale, obligation, consentement éclairé. Alors le médecin au début n'était pas content, puis finalement elle l'a revu quelques temps après, et ça lui a fait un électrochoc au médecin. Il a dit, oh ben, excusez-moi, grâce à vous j'ai ouvert les yeux, je me suis rendu compte que j'étais totalement manipulé, que je ne savais pas ce que je faisais. Et donc, non mais c'est important de voir, moi j'incrimine pas tous les médecins, la plupart ils étaient de bonne foi, ils ont suivi le mouvement, ils ont suivi les sociétés savantes, ils ont suivi les médecins de plateau, ils ont dit n'écoutez pas Perron, c'est un charlatan conspirationniste sorti de l'égout. Bon, je suis fier d'être sorti de l'égout. non mais moi je leur en veux pas, j'en veux par contre aux gens qui ont manipulé, ben, je ne traite pas dedans ici mais j'en connais. Et certains étaient proches de moi, mais voilà. Excusez-moi. Est-ce que vous avez des collègues qui vous appellent, des collègues médecins ou professeurs de médecine, qui vous appellent en disant bah, finalement, c'est toi qui as raison? Ah oui, souvent. Oui. Mais ils se planquent, ils ne veulent pas le dire publiquement. Oui. Bien sûr que... Mais dès le début, il y a des médecins... D'abord, il y a quelques professeurs de médecine qui m'avaient suivi. Quand j'avais fait le premier... C'est la pétition avec Douste Blazy pour la chloroquine, il y avait plusieurs professeurs de médecine, puis après quand on a subi les attaques, ils ont disparu. Mais ça arrive souvent que des médecins me disent oh, bravo de nous avoir éclairés, grâce à vous on a ouvert les yeux. Mais ils ont peur parce qu'ils sont encore en activité, ils ont peur de la répression du Conseil de l'ordre, ils ont peur... Je me rappelle quand il y a les nouvelles lois sur les dérives sectaires, quand des projets de loi qu'on ne peut plus critiquer le gouvernement, qu'on ne peut plus critiquer... Oui. Mais peut-être qu'ils ont arrêté de vacciner. De toute façon, il n'y a plus besoin de vaccin, il n'y a plus de virus. Alors, je veux bien qu'on continue, mais le coronavirus existe encore, mais il est tellement bénin, maintenant il donne des rhumes et des bronchites, on s'en fout. Mais quand on voit que l'assurance maladie met la pression, continue à vacciner pour sauver... Et on sait que quand on fait le vaccin, ben, on a beaucoup plus de chances de faire un coronavirus sévère après. Ben, moi, j'ai plusieurs exemples dans les familles récemment. Dans la même famille, des gens qui se sont fait vacciner, qui ne sont pas vaccinés, inoculés et pas inoculés. Ben, ceux qui ont été inoculés, ils ont fait 4 Covid sévères et les autres, ils n'ont rien eu. Et c'était dans la même famille. Hein. Donc, on a la preuve par 4 que ces produits, c'est des cochonneries qui sont dangereuses. Bien sûr. Il a été dit que les vaccinés pouvaient contaminer les non-vaccinés. Alors ça, c'est-à-dire que
l'ARN messager, on le reçoit par injection. Après, on peut excréter cette protéine de pointe, la protéine spike. Alors, si on en fabrique beaucoup, elle peut sortir quand on respire dans l'atmosphère. Quelqu'un à côté peut en respirer. Ça peut peut-être diffuser un peu. Donc, c'est vrai qu'autour des inoculés, des gens se plaignent d'avoir mal à la tête, un peu de fièvre, de tousser. Après, je ne crois pas que ça puisse être responsable d'une épidémie de soi-disant vaccins, parce que il n'y a pas l'ARN messager. Alors, est-ce que l'ARN messager pourrait se transmettre par voie sexuelle? Bon, on se pose beaucoup de questions. Pour l'instant, je ne suis pas convaincu de tout ça. L'essentiel, c'est d'arrêter ces inoculations. Il y a plein d'états de gens, des scientifiques de haut niveau dans le monde qui ont demandé un moratoire. Arrêter d'empoisonner la planète avec ces produits. Ouais, encore un peu. Oui. Oui, pour revenir sur le programme OMS, est-ce que vous auriez une date sur 2024, par exemple, qui pourrait servir de prétexte à une mobilisation populaire, type Collective Actions, que les anglo-saxons pratiquent? De toute façon, l'OMS... Oui, pardon. Je termine, le deuxième, relatif au projet avec vos amis très Daniel, puisque vous avez le bouquin qui va paraître. J'aimerais que vous nous donniez un peu les pistes sur des scoops dont vous parliez tout à l'heure. Alors, pour une date pour agir contre l'OMS, c'est dans... on est combien aujourd'hui? Je ne sais plus. 14. Donc dans 10 jours, c'est la date limite des réponses des États. Et dans 2 semaines, c'est le vote. Donc il n'y a plus trop de temps. Alors, il y aura des manifestations à Genève. Moi, j'étais invité, mais je ne pourrais pas y aller à ce moment-là. Il y aura beaucoup de monde, je pense, à Genève pour protester. Après, je ne pense pas que ça passe ce coup-là. Je ne sais pas, il va y avoir des négociations, mais ils vont essayer de refaire passer ça sous le manteau d'une autre façon. Je peux pas vous dire. Hein, Après, sur le livre, bon, je raconte un petit peu avec le recul toute cette crise sur 4 ans. C'est sous forme d'un entretien, un peu comme ici, donc avec Stéphane Chatry, qui me pose des questions et qui m'a demandé aussi de me révéler un peu plus sur ma jeunesse, qui j'étais, parce que les gens me demandent pourquoi vous avez pris ces positions, d'où ça vient, pourquoi. Et bon, moi, j'étais assez pudique, je n'avais pas trop envie de parler de moi. Enfin, j'ai accepté la règle du jeu et finalement, je trouve que c'est vrai que ça éclaire un peu de voir pourquoi j'ai pris ces positions, vu mon passé, vu mon histoire familiale et professionnelle. Bon, donc c'est... Après, les quelques personnes qui l'ont lu ont trouvé le bouquin très sympa. Et c'est vrai qu'en le relisant, en le regardant de façon avec un œil indépendant, je trouve que ça coule bien. Les paragraphes sont courts, c'est bien référencé. Il y a toutes les preuves de ce que j'avance. Et il y a cette dimension un petit peu plus personnelle qui met une touche un peu différente. Et les gens qui l'ont lu l'ont trouvé très bien, donc j'espère que les gens l'apprécieront, on verra. Et puisque vous vous tournez vers le public, est-ce que le matin, en vous rasant, vous pensez à 2027 avec un mouvement indépendant qui pourrait précisément sortir de ces partis mainstream qui nous empoisonnent? J'aimerais bien, mais il faut pour l'instant avoir un peu des personnalités politiques crédibles et qui, j'en ai pas vu pour l'instant. Est-ce que vous avez entendu parler du petit-fils du général de Gaulle, Pierre de Gaulle? Oui, mais Actuellement, il tient la route. Moi, je ne l'ai pas rencontré, bon, mais j'ai vu qu'il prenait des positions très intéressantes. Et puis, bien sûr, toutes les pistes sont bonnes. Hein, mais... Une chose est sûre, je trouve, hein, depuis la période Covid, on a quand même aujourd'hui la naissance d'un nouveau profil d'individu, celui qui en tout cas se pose des questions. Dans le cas de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, on voit bien qu'il y a des gens qui commencent à se poser des questions, qui remettent en doute le narratif des médias ou du gouvernement. Ce qui ne se serait peut-être pas passé s'il n'y avait pas eu la période Covid. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a quand même des questionnements. Maintenant, il faut aller certainement plus loin, il faut des leaders comme vous, parce que vous êtes un leader en fin de compte dans cette voie-là, et peut-être qu'en structurant tout ça, effectivement, on arrivera à être beaucoup plus nombreux, et puis réfléchir. On ne peut pas aller comme ça en politique tout seul, il faut avoir des personnes derrière, il faut avoir des financements. C'est le problème d'ailleurs souvent parce que la politique est vérolée, parce qu'il y a besoin de financement et que du coup les gens sont tenus en laisse.
Mais si on n'a pas de financement, on peut pas avoir les signatures, on peut pas louer des salles, on peut pas. Et les autres, ils payent à coups de milliards des journaux pour vous démolir. Donc la règle du jeu n'est pas équitable. Hein. Donc on peut pas partir comme ça la fleur au fusil. Bien sûr. Voilà, une petite question, on sera peut-être 3 ou 4, j'en sais rien. Voilà, tout à l'heure, Patrice Maillon, là, juste tout de suite, disait qu'il y a un petit son de cloche, il y a un fond de musique qui fait que les gens commencent à s'interroger. Je crois que c'est vrai. Vous parliez-vous d'un déni de réalité, parce que les gens sont peut-être qui se sont fait blouser, et c'est dur à reconnaître son erreur, tout ça, je crois que c'est... Voilà. Alors, pour nous, notre date, c'est 2027. Un peu après 2030, peu importe. Est-ce que vous pensez que d'ici là, si la France muselle tout, bloque tout, des pays comme les États-Unis, la vérité pourrait peut-être éclater des États-Unis, de l'Angleterre? Oh oui, mais la vérité, elle est déjà là. Oui, mais elle est étouffée. Pas au visage de tout le monde. Mais elle va vous péter à la figure bientôt, je pense. Bon, je pense. Mais là, il faut dire autre chose, c'est la révolution. Ça me semble évident. Tout ce qui se passe aux États-Unis, les procès. Ah, mais moi, je suis convaincu que de toute façon, ce nouvel ordre mondial qu'ils ont voulu nous imposer, il est mort. Et il va crever rapidement. Bon, mais j'ai toujours pensé, on m'avait interrogé là-dessus il y a 3 ans, je dis, mais ils sont foutus. Ils veulent tous le nouvel ordre mondial. Les États-Unis, la Chine, la Russie. Mais ils disent, OK, on veut le nouvel ordre mondial, mais c'est nous qui dirigeons. Donc les États-Unis, nous, on est les plus forts. Maintenant, ils ne sont plus la première puissance économique, ils ne sont plus la première puissance militaire, mais dans leur tête, ils sont toujours les plus puissants. Donc, bien entendu, c'est nous qui dirigeons. Les Chinois, ils ne savent pas la tête. Nous, on a la plus grosse population mondiale, donc c'est nous qui dirigeons. Les Indiens, pareil. Les Russes vont dire, mais nous, on a la plus grande surface de terre terrestre au monde avec la plus grande quantité de richesses naturelles, donc c'est évident que c'est nous qui dirigeons. Donc, et on le voit très bien. Quand je disais ça, on ne croyait pas. Qu'est-ce qui s'est passé 1 an ou 2 après? Ben, les BRICS, le dollar va s'effondrer. Maintenant, ils font leurs transactions. Les États du pétrole qui se rallient aux BRICS, ils n'achètent plus en dollars. J'aurais dit ça il y a 3 ans, on m'aurait dit, mais attends, t'es un complotiste fêlé. Mais ce que j'ai dit, ben, comme par hasard, ça se vérifie. J'ai une question, mais là je m'adresserai au professeur. Est-ce que parmi vos frères, collègues, etc., sur les conséquences, enfin sur les effets secondaires du Covid, est-ce que vous en avez, par exemple, pour les femmes qui étaient enceintes au moment de la vaccination, etc., bah, moi j'ai eu quelques cas personnels, ont eu un diabète de type 1, ensuite, après la naissance, alors qu'il y avait dans leur famille pas du tout de diabète. Alors, la cause du diabète de type 1 est compliquée, même déjà on en parlait il y a 30 ans, mais ça ressort que c'est peut-être un virus Coxsackie. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui ont eu des diabètes de type 1, ça a commencé par une maladie virale avec de la fièvre, puis le diabète. Donc il y a des facteurs infectieux, il y en a peut-être d'autres, génétiques, complexes et c'est pas impossible que des diabètes aient été déclenchés, favorisés par le Covid lui-même, par le soi-disant vaccin anti-Covid. Mais là, c'est des cas qui sont un petit peu isolés. Mais je pense que c'est tout à fait pertinent. D'ailleurs, on voit la multiplication des maladies auto-immunes aujourd'hui chez les gens qui ont reçu les inoculations expérimentales. Je ne parle pas des cancers, c'est terrible. Hein. Chez les jeunes, des cancers ultra rapides. Même des jeunes qui font plusieurs cancers différents. Ce n'est pas des métastases. Hein. Ils font un cancer d'un organe, d'un autre organe, avec des types cellulaires différents. C'était totalement exceptionnel avant. Et on arrive à relever ça Bon, on y arrive très bien quand on parle avec des gens de terrain. Mais si vous allez là-haut, on vous dit non, c'est des fake news. Si vous demandez aux grands journaux, aux grands médias, c'est des fake news. Mais pourquoi? Et quand même, l'année dernière, les grandes sociétés de cancérologie niaient tout ça, disant c'est des bêtises. J'ai quand même vu, je ne sais plus quel organisme officiel de la cancérologie française, qui a reconnu, c'est tout récent, effectivement, il y a une augmentation importante des cancers. Mais on ne sait pas d'où ça vient, forcément. Et la baisse de fertilité, là aussi, non, ça pourrait être lié. On en parle beaucoup de baisse de fertilité
Ah oui, la fertilité. Oui. Ah oui, ça chute. Depuis, justement, C'est pareil, ah ben même Macron, il l'a dit, il a reconnu qu'il y avait une chute de la fertilité. Ah, il y a une sonnerie. Ouais, c'est là-bas. Ah, c'est peut-être Macron qui appelle. Ouais, on est pisté là. Il suit la... Et il suit l'enregistrement. Ah mais Macron, vous vous souvenez, il y a... Ah bon, voilà. Il n'y a pas longtemps, il avait dit qu'il faut réarmer les Français pour la fertilité. Alors qu'il sait très bien d'où vient la baisse de fertilité, qu'il y a une chute des spermatozoïdes chez l'homme, qu'il y a des problèmes terribles de règles chez des milliers de jeunes femmes qui ont perdu leurs règles. Et puis paradoxalement des femmes ménopausées qui retrouvent des saignements utérins. Non mais c'est diabolique ce qu'ils ont fait à tous ces jeunes. Et effectivement, dans tous les pays qui ont inoculé, et pas dans les autres, on voit la chute de la fertilité. C'est peut-être... on va continuer... Ouais, non, Lorsqu'on n'a pas reçu la fameuse potion, et qu'on ait besoin, soit lors d'un accident ou n'importe, d'une transfusion. Ah, ça, c'est un problème parce que maintenant, comme en France, les transfusions sont mélangées, on ne connaît pas le donneur, vous n'aurez jamais le droit de savoir si votre donneur a été inoculé ou pas. Alors qu'il y a des pays qui commencent à faire le tri. Maintenant, il y a des pays qui recommandent de ne pas inoculer, transfuser du sang de vaccinés. Et ça, c'est la loi en France, je ne peux pas aller contre. Mais je comprends que ça inquiète les gens. Hein. Si vous voulez... Ouais. J'ai vu que AstraZeneca avait donc retiré son vaccin en disant, en reconnaissant qu'il y avait beaucoup trop d'effets secondaires. Et ensuite, l'OMS, dans ce que j'ai lu sur les réseaux, aurait dit non, on ne retire pas le vaccin, il faut le garder. Donc est-ce que c'est une fake news ou c'est... AstraZeneca a retiré son vaccin, c'est officiel. Après, l'OMS essaie de noyer le poisson, mais l'OMS, c'est l'OMS, hein, c'est pas... Mais, effectivement. De toute façon, il n'y a aucun vaccin qui soit meilleur que l'autre. Hein. Dès le début d'AstraZeneca, en Angleterre, en Australie, ils avaient vu des effets secondaires graves. Mais si vous vous souvenez, en Australie, c'était les premiers mois de la campagne vaccinale, il y avait beaucoup d'Australiens qui avaient reçu l'AstraZeneca, qui étaient devenus séropositifs pour le VIH, le virus du sida. Alors, c'était officiel, c'était reconnu par le gouvernement australien, et ils n'ont pas attrapé le sida, mais comme il y avait comme disait Montagnier, il y avait des fragments de virus du sida dans le vaccin tout à fait naturel du pangolin, et bien les gens développaient des anticorps anti-VIH, ce qui leur empoisonnait la vie, parce que leur conjoint disait « tiens, t'as le sida, je ne savais pas », alors que c'était « non, je me suis fait vacciner contre le Covid ». Après, c'était étouffé, on n'en a plus jamais parlé. Je pense qu'AstraZeneca a retiré ses lots à l'époque, mais ça fait plusieurs années déjà. Donc dès le début, on savait, et puis même AstraZeneca avait déjà été... il faut savoir qu'il y a une guerre entre les labos, hein, entre AstraZeneca, Pfizer, Moderna, ils sont pas tendres. Alors, ils accusaient l'autre vaccin d'être responsable de trucs et pas le leur. Et il y avait déjà eu des guerres un peu sordides entre eux, déjà il y a plus de 2 ans. Bon, de toute façon, on sait, de toute façon, tous ces vaccins ils sont mauvais, que ce soit l'un ou l'autre, on le sait. Ils devraient tous être retirés, pas que l'AstraZeneca. Hein. La présentation de chez Pfizer, relativement au dossier qui implique von der Leyen, évoquait la possibilité d'un programme biologique en marge de ces vaccins. Est-ce que ça, c'est une piste de complotiste? Ou est-ce que, en tant que scientifique, ça vous paraît plausible dans un nouveau schéma de guerre? De toute façon, après, il y a des gens qui disent que c'était développé pour réduire la population mondiale. Moi, je ne peux pas juger de ça, c'est possible. Hein. Des produits faits pour nuire à la population. Il y a plein de laboratoires P4 qui développent tous les jours des nouveaux virus avec des gains de fonction. J'espère que ça sortira jamais de ces labos, mais on voit quand même de temps en temps ça s'est produit. Après, s'ils mettent en place un plan de vaccination mondiale de tous les enfants avec des vaccins ARN messagers pour la diphtérie, tétanos, polio, là je dis oui, ça c'est vraiment un génocide planifié, organisé, parce qu'on sait déjà les résultats. On voit une telle catastrophe déjà sur le Covid que si on généralise ça, il faudra au moins 20 ans de recherche sérieuse pour
être sûr que ces produits sont efficaces, n'ont pas de la dangerosité. Non, ce qui s'est passé là, c'est totalement honteux, ça ne s'est pas développé. Moi, j'ai travaillé avec des agences du médicament. Je ne comprends même pas comment les agences du médicament ont pu donner les autorisations de commercialisation, même provisoires, alors qu'il y avait des médicaments efficaces. C'est pour ça qu'ils ont diabolisé l'hydroxychloroquine et tout ça. Ça va peut-être être le mot de la fin, on va peut-être s'arrêter là. Moi j'ai retenu que vous avez dit que c'était diabolique, donc ça on est bien d'accord là-dessus. Un dernier mot de la fin sur ce projet mot de la fin, traité. tout ça c'est diabolique, mais je suis optimiste. Je pense qu'on va gagner parce qu'ils sont allés trop loin et en voulant nous opprimer de partout, je pense que de plus en plus ils ouvrent les yeux des gens qui jusqu'à présent ne voulaient pas y croire. Et ça va tellement loin que finalement il y a de plus en plus d'éveillés. N'oubliez jamais, quand je dis mouton, c'est pas péjoratif, le mouvement va toujours des moutons vers les éveillés, jamais dans le même sens. Et donc le mouvement est continu et le flot des éveillés grossit. Maintenant, c'est des millions et des millions en France. On n'est pas encore la majorité, mais je le vois par les réactions dans la rue. Hein, pour moi, c'est mon baromètre quand je suis dans la rue, que les gens m'arrêtent. Je vois bien qu'il y a un éveil énorme des consciences. Très bien. Ben, merci à vous.